Le 14 septembre 2020 à 22h47, Maxime Levin, un spécialiste en cybersécurité de 28 ans, était en train de configurer le réseau sans fil dans son nouvel appartement dans la résidence Woodlands, dans une banlieue de Chicago. Ce qui aurait dû être une procédure technique ordinaire s'est transformé en le début de l'une des enquêtes les plus choquantes de l'histoire du comté de Cook. Je vérifiais les points d'accès non protégés sur le réseau de la résidence. C'est une procédure standard pour évaluer les vulnérabilités, se souvient Levin. Lorsque j'ai lancé le scan, le programme a découvert plusieurs adresses IP non protégées. Parmi elles se trouvaient également des caméras de surveillance. Levin, qui travaillait comme consultant à distance en cybersécurité pour des clients d'entreprise, avait emménagé à Woodlands un mois auparavant, attiré par l'environnement calme et la possibilité de travailler depuis chez lui. Il communiquait à peine avec ses voisins et préférait se concentrer sur ses projets. Woodlands se positionnait comme un lieu de résidence prestigieux pour la classe moyenne supérieure. Les appartements de 2 pièces commençaient à 3 200 $ par mois. La résidence attirait des professionnels prospères, des couples et ceux qui appréciaient la sécurité et l'intimité. Par curiosité, Levin s'est connecté au réseau non protégé, s'attendant à voir des caméras de l'entrée ou du parking. Au lieu de cela, son ordinateur affichait 4 flux vidéo provenant de l'appartement de quelqu'un. La première chose que j'ai vue était une pièce vide au mur blanc. Un mobilier minimaliste, un lit, une table, une chaise. Aucun objet personnel, pas de jouets, pas de livres, pas d'affiches. Et puis un enfant est apparu dans l'image. Sur l'écran, il y avait un garçon d'environ 9 à 10 ans, mince, aux cheveux courts. Il était assis au bord du lit, regardant droit devant lui, bougeant à peine. Dans une autre fenêtre de transmission, on pouvait voir la même pièce sous un angle différent. Il était assis trop immobile. Cela a immédiatement semblé étrange, dit Levin. Les enfants normaux ne s'assoient pas comme ça. Il avait l'air programmé. Après quelques minutes d'observation, Levin a vu une femme entrer dans la pièce. Elle était bien habillée, les cheveux attachés en un chignon soigné. La femme s'est approchée du garçon, lui a donné un verre d'eau et 2 comprimés, s'est assurée qu'il les avale, puis a méthodiquement vérifié les verrous de la fenêtre et est sortie, fermant la porte. Le bruit de la serrure était clairement audible. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. C'était ma voisine du couloir, Elizabeth Clark. Je l'avais vue plusieurs fois, elle souriait toujours et saluait. Et lors d'une réunion de parents à l'école locale, elle avait été présentée comme enseignante de l'année. Aucune des rencontres précédentes avec Elizabeth n'avait donné à Levin des raisons de soupçonner quoi que ce soit. Cette femme de 41 ans travaillait comme institutrice dans une prestigieuse école privée et était souvent mentionnée dans le journal local en relation avec des initiatives éducatives et des événements caritatifs. Le même soir, Levin a vérifié les réseaux sociaux d'Elizabeth. Son profil Instagram était rempli de photos d'une famille heureuse. Elle, son mari Robert et leur fille adoptive, Mia, âgée de 12 ans. Le dernier post, daté du jour même, contenait une photo d'Elizabeth et Mia lors d'un concert scolaire avec la légende « Si fière de ma talentueuse petite fille, maman comblée ». Nulle part, il n'y avait de mention du garçon. Pas une seule photo, pas un mot sur un deuxième enfant, dit Levin. Et cela, bien qu'ils publiaient régulièrement des détails de leur vie familiale. Dîners en famille, excursions, événements scolaires de Mia. Face à ce dilemme éthique, Levin a décidé de poursuivre l'observation avant de donner l'alerte. Pendant les 48 heures suivantes, il a documenté ce qui se passait dans l'appartement des Clark.
Le garçon était gardé dans une pièce isolée avec de lourds rideaux devant les fenêtres. Chaque matin à 7 heures, Elisabeth ou Robert apportaient le petit déjeuner, toujours la même bouillie et un verre d'eau. À 8h30, l'enfant recevait des comprimés. De 9h à midi, l'enfant travaillait avec des manuels scolaires à la table sous l'observation de la caméra. À 12h30, déjeuner et plus de comprimés. Puis 3 heures supplémentaires d'enseignement, dîner à 18h, les derniers comprimés à 20h et coucher à 21h. Sa vie était absolument réglementée. Pas de déviation, pas de spontanéité. Le garçon se déplaçait comme un robot exécutant des instructions. Il ne souriait jamais, ne pleurait jamais, ne montrait pratiquement aucune émotion. Ce qui était particulièrement troublant pour Levin, c'était la découverte de la double vie de la famille Clark. Alors que Mia se déplaçait librement dans l'appartement, allait se promener, allait à l'école et participait aux activités familiales, le garçon restait complètement isolé. Le moment le plus choquant a été lorsque toute la famille, Robert, Elisabeth et Mia, s'est réunie vendredi soir dans le salon pour un dîner de famille, tandis que le repas était apporté au garçon dans sa chambre et que l'assiette vide était immédiatement récupérée. Il semblait que Mia ne connaissait même pas l'existence de cet enfant. Elle se comportait comme une adolescente normale, riait, se disputait avec ses parents au sujet de l'heure du coucher. Et à quelques mètres d'elle, derrière un mur, se trouvait le garçon enfermé. Le 17 septembre, après avoir rassemblé des preuves vidéo pendant 3 jours, Levin s'est adressé à la police. Il a contacté l'agent de district James Rodriguez, lui a remis des captures d'écran et a rapporté ses observations. Je me suis heurté à une incrédulité totale, se souvient Levin. L'agent Rodriguez m'a regardé comme si j'étais fou. Il a dit quelque chose comme « Comprenez-vous de qui vous parlez ? Elisabeth Clark est une éducatrice respectée. Son mari travaille dans les services sociaux. Ils sont connus pour leur travail avec des enfants difficiles. » Le rapport de Levin a été enregistré, mais aucune mesure n'a été prise. L'agent Rodriguez a promis de vérifier les informations, mais a averti Levin des conséquences de fausses accusations contre des citoyens respectables. Robert Clark, 43 ans, occupait un poste de travailleur social dans le comté de Cook, spécialisé dans les familles à problème. Sa réputation professionnelle était impeccable. En 15 ans de carrière, il avait reçu plusieurs prix pour services exceptionnels à la communauté. Selon sa biographie officielle sur le site web des services sociaux, Robert avait consacré sa vie à protéger les enfants vulnérables et à renforcer les valeurs familiales. En 2014, les époux Clark ont adopté Mia, alors une fillette de 5 ans, du système de placement familial. L'histoire de la famille adoptive modèle avait été mise en avant à plusieurs reprises dans les médias locaux. Elisabeth animait régulièrement des séminaires pour les parents adoptifs, partageant des expériences et des méthodes d'éducation positive. C'est précisément ce contraste entre leur image publique et ce que je voyais sur les caméras qui m'a convaincu que je devais agir, dit Levin. Ces personnes ne se contentaient pas de garder un enfant enfermé. Elles avaient construit tout un système de mensonges derrière lequel se cachait quelque chose de terrible. N'ayant pas obtenu le soutien de la police locale, Levin a commencé sa propre enquête. Il a étudié les enregistrements de caméras, documenté chaque interaction avec le garçon, analysé la routine quotidienne de la famille Clark. Le moment décisif est venu le 20 septembre, lorsque Levin, pendant l'observation, a vu Robert apporter un dossier de documents dans la chambre du garçon. Il l'a posé sur la table et a dit quelque chose à l'enfant tout en pointant les papiers. Lorsque Robert est sorti, la caméra a capturé les documents en gros plan.
Parmi eux se trouvait une fiche médicale avec le nom Jacob et la date de naissance. 17 février 2012. Levin a immédiatement commencé à rechercher des informations sur des enfants disparus nommés Jacob. Parmi des dizaines de cas, l'un a attiré son attention. Jacob Miller, 3 ans, signalé disparu le 4 mars 2015 à Gary, Indiana, à environ 80 km de Chicago. Quand j'ai vu la photo du Jacob Miller disparu, j'ai eu le souffle coupé. Même en tenant compte de la différence d'âge, la ressemblance était évidente. Les mêmes yeux, la même forme de visage, et le plus important, Robert Clark travaillait à Gary au moment où le garçon a disparu. Dans l'affaire de la disparition de Jacob Miller, il était indiqué que le garçon avait disparu de la maison où il vivait avec sa mère célibataire Amanda Miller, 24 ans, qui avait des problèmes de drogue. Le rapport de police indiquait que les services sociaux avaient visité la famille plusieurs fois en raison de plaintes concernant des soins inappropriés à l'enfant. Le principal suspect était le père biologique de Jacob, qui purgeait une peine pour violence domestique, mais le nom du travailleur social qui visitait la famille n'était pas mentionné dans les rapports publics. Réalisant l'ampleur potentielle du crime, Levin a compris qu'il avait besoin d'aide professionnelle. Il s'est adressé à Jessica Ramirez, une journaliste d'investigation du Chicago Tribune, connue pour ses reportages sur la corruption et les crimes contre les enfants. Quand ce type, Maxime, est venu me voir avec une clé USB pleine d'enregistrements vidéo, j'étais d'abord sceptique, raconte Ramirez. Nous recevons constamment des rapports sur des théories du complot et des crimes secrets. Mais quand j'ai vu ces enregistrements et que je les ai comparés aux photos du Jacob Miller disparu, j'ai réalisé que nous étions face à quelque chose d'extraordinaire. Le 23 septembre 2021, Levin et Ramirez ont rencontré l'inspecteur Michael Carter du département des affaires juvéniles de la police de Chicago. Carter, un vétéran de police de 51 ans avec 22 ans d'expérience, a soigneusement étudié le matériel recueilli par Levin. Je me souviens avoir regardé ces vidéos et senti mes cheveux se dresser, dit l'inspecteur Carter. Ce n'était pas seulement un cas de maltraitance d'enfants, c'était un système entièrement réfléchi d'isolement et de contrôle, mis en œuvre par des personnes qui, de par leur profession, auraient dû protéger les enfants. Et le plus effrayant, il semblait sincèrement croire qu'il faisait quelque chose de bien. Après la rencontre avec l'inspecteur Carter, l'enquête est passée à un nouveau niveau. Pour obtenir un mandat de perquisition légale, des preuves supplémentaires étaient nécessaires et Carter a décidé d'autoriser une surveillance légale de l'appartement des Clark. Nous nous trouvions dans une situation juridique compliquée, explique l'inspecteur Carter. Les preuves originales de Levin avaient été obtenues illégalement et ne pouvaient pas être utilisées au tribunal. Mais elles nous donnaient des motifs suffisants de suspicion pour lancer une enquête officielle. Le 25 septembre 2021, la police a installé une surveillance secrète de la maison des Clark. En même temps, l'inspecteur Carter a commencé un examen approfondi de l'activité professionnelle du couple. Robert Clark, selon les documents de l'Agence des services sociaux, avait effectivement travaillé à Gary, Indiana, de 2012 à 2015. Ces tâches comprenaient la supervision de familles problématiques, y compris des cas avec des parents souffrant de toxicomanie. Il a été transféré à Chicago en avril 2015, seulement un mois après la disparition de Jacob Miller. C'était le premier signal sérieux, dit Carter. La coïncidence temporelle de la disparition de l'enfant et du changement de travail de Robert semblait trop commode. Lorsque nous avons vérifié qui gérait le dossier de la famille Miller à Gary, il s'est avéré que les dernières entrées avaient été faites précisément par Robert Clark. Jessica Ramirez, la journaliste qui avait rejoint l'enquête, s'est rendue à Gary pour rencontrer la mère du garçon disparu. Amanda Miller, maintenant une femme de 30 ans,
s'était réhabilitée de sa dépendance aux drogues et travaillait depuis 5 ans comme conseillère dans un centre d'aide aux toxicomanes. Quand j'ai vu Amanda, j'ai été surprise de voir à quel point elle avait changé par rapport aux photos dans les rapports de police, raconte Ramirez. Devant moi se tenait une femme posée et sérieuse qui cherchait chaque jour des informations sur son fils disparu sur Internet. Amanda Miller a confirmé que Robert Clark était son travailleur social et visitait sa maison 2 à 3 fois par mois l'année précédant la disparition de Jacob. Il était toujours strict, mais je pensais qu'il faisait simplement son travail, indique la déclaration d'Amanda Miller. Il prenait constamment des notes sur la façon dont je traitais Jacob, critiquait tout, de la nourriture que je lui donnais aux jouets qu'il avait. Il disait que mon instabilité nuirait au développement de mon fils. Particulièrement important était le souvenir d'Amanda concernant la dernière visite de Robert. 2 semaines avant la disparition de Jacob, il est venu avec une femme qu'il a présentée comme spécialiste du développement de l'enfant. Ils ont effectué quelques tests avec Jacob, puis ont longuement parlé entre eux. J'ai entendu la femme dire « Son potentiel est incroyable, mais ici, il ne se réalisera jamais. » Maintenant, je comprends que c'était très probablement Elizabeth Clark. Le rapport de police sur la disparition de Jacob du 4 mars 2015 indiquait que l'enfant avait disparu de son lit pendant la nuit. La fenêtre de la chambre d'enfant était ouverte, bien qu'Amanda ait affirmé l'avoir fermée avant de se coucher. Le premier à arriver fut un agent de patrouille, appelé par une voisine qui avait entendu les cris d'Amanda le matin. Robert Clark, en tant que travailleur social en charge, a été informé de l'incident et est arrivé sur les lieux 45 minutes après la police. À la lumière des nouvelles données, cela apparaît comme une position idéale pour manipuler l'enquête, observe l'inspecteur Carter. Clark avait accès au dossier de l'affaire dès le début et pouvait orienter l'enquête dans la direction qu'il souhaitait. Le principal soupçon est tombé sur le père biologique de Jacob, Eric Peterson, qui avait des antécédents de violence domestique. Cependant, Peterson avait un alibi solide. La nuit de la disparition, il se trouvait à 120 miles de Gary, ce qui a été confirmé par des enregistrements de caméras et des témoignages. Parallèlement à l'enquête sur le passé, l'équipe de l'inspecteur Carter a poursuivi l'observation de la situation actuelle. Le 28 septembre, des techniciens ont installé des microphones directionnels pouvant enregistrer les sons provenant de l'appartement des Clark. Les enregistrements ont confirmé les soupçons. Dans l'appartement, il y avait effectivement un enfant qui n'était vu ni par les voisins, ni par les visiteurs. Nous avons entendu une voix d'enfant douce, répétant mécaniquement un texte, témoigne le spécialiste technique David Chen. Ce n'était pas un langage enfantin normal, mais une répétition monotone, comme si c'était appris par cœur. Et la voix d'un adulte, une femme, qui le corrigeait lorsqu'il faisait des erreurs. Le 29 septembre, une image thermique a confirmé la présence d'une personne de petite taille dans une pièce qui, selon le plan, devait être un débarras. L'analyse a montré que les paramètres physiques de cette personne correspondait à un enfant de 9 à 10 ans. Maxime Lovin a continué à documenter l'activité des caméras de surveillance, se concentrant sur les détails de la vie du garçon et les interactions avec le couple Clark. Le plus troublant était la façon dont il le traitait, dit Levin. Il n'y avait pas de cruauté au sens habituel. Il ne le frappait pas, ne criait pas. À la place, il y avait une froideur émotionnelle absolue. Il le traitait comme un sujet d'expérience. Les enregistrements montraient que le garçon passait jusqu'à 8 heures par jour avec des manuels scolaires et des cahiers d'exercice. Elisabeth vérifiait régulièrement son travail et marquait les erreurs avec un stylo rouge. Les bonnes réponses étaient à récompenser par une portion supplémentaire de nourriture ou 30 minutes de temps libre, que l'enfant passait habituellement assis immobile près de la fenêtre, au store baissé.
l'enquête a révélé un régime strict de contrôle médicamenteux. 3 fois par jour, le garçon recevait des comprimés qui, d'après les emballages, étaient de puissants médicaments psychotropes, notamment de la Ritaline et du Zoloft, utilisés pour traiter l'hyperactivité et la dépression. Ces médicaments ne sont pas prescrits aux enfants sans indication médicale sérieuse, explique la docteure Nina Kowalski, une psychiatre pour enfants qui conseillait l'enquête. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était l'absence de tout suivi médical. Selon les enregistrements, le dosage était modifié à la discrétion d'Elizabeth sans consultation avec des spécialistes. Le 1er octobre 2021, pendant le changement de quart de Robert Clark, l'inspecteur Carter a réussi à obtenir des informations importantes du gardien du parking de la résidence Woodlands. Manuel Garcia travaillait dans la résidence depuis son ouverture et connaissait tous les résidents. M. Garcia a raconté que les Clark avaient emménagé dans la résidence en mai 2015, seulement 2 mois après la disparition de Jacob Miller, note Carter. Mais ce qui a vraiment attiré notre attention, c'était son souvenir d'un camion de déménagement. Garcia se souvenait que les travailleurs, en plus des meubles habituels, avaient transporté une grande caisse en bois dans l'appartement des Clark que Robert avait décrite comme équipement pour un laboratoire domestique. Jessica Ramirez a mené des entretiens avec d'anciens voisins des Clark à leur précédent lieu de résidence, une petite ville appelée Valparaiso, Indiana. La famille y avait vécu seulement 2 mois, de mars à mai 2015, dans une maison louée dans une zone isolée. Ils se tenaient à l'écart, témoigne Martha Jenkins, qui habitait de l'autre côté de la rue. J'ai vu la petite fille quelquefois, elle jouait dans la cour arrière. Mais quand j'ai demandé si elle voulait jouer avec mes petits-enfants, Elisabeth l'a immédiatement ramenée dans la maison. Après cela, ils ont installé un écran de confidentialité supplémentaire sur la clôture. Le 5 octobre, la percée dans l'enquête est venue grâce à la découverte d'enregistrements des caméras de surveillance d'une pharmacie voisine. Elizabeth Clark achetait régulièrement toutes les 2 semaines les mêmes médicaments qui étaient donnés aux garçons. Les ordonnances étaient au nom de Thomas Johnson, un patient qui, comme il s'est avéré, n'existait pas dans les bases de données des compagnies d'assurance. Cela nous a donné la première preuve directe d'activité illégale, dit l'inspecteur Carter. L'utilisation d'ordonnances falsifiées est un crime fédéral, ce qui nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition. Une découverte importante a été l'activité académique d'Elizabeth Clark. En plus de son travail d'enseignante, elle publiait des articles dans des revues pédagogiques peu connues sous le pseudonyme de Milton. Ces articles, découverts par Ramirez, exposaient des vues radicales sur l'éducation des enfants. Dans l'article « Éducation pure, libération de la pollution sociale » 2016, l'auteur affirmait « Les méthodes éducatives traditionnelles sont vouées à l'échec en raison des influences extérieures constantes. Seul un contrôle total sur l'environnement informatif, social et émotionnel d'un enfant peut créer une personnalité vraiment saine. » Une autre publication, Soutien pharmacologique au processus éducatif, 2018, défendait ouvertement l'utilisation de médicaments psychotropes pour optimiser l'apprentissage et éliminer les réactions émotionnelles destructrices. Ces publications ont révélé la véritable idéologie d'Elizabeth, remarque Ramirez. Elle créait une base théorique pour justifier ses actions, présentant l'isolement et le contrôle médicamenteux comme des méthodes éducatives avancées. La comparaison des textes académiques d'Elizabeth avec le régime observé sur les caméras a montré une similitude étonnante. Elle mettait littéralement en œuvre ses concepts théoriques sur l'enfant enlevé. L'enquête a révélé un aspect particulièrement troublant. La famille Clark menait une double vie non seulement au sens social, mais aussi physique. Leur appartement avait une disposition inhabituelle, avec une pièce secrète soigneusement cachée des visiteurs occasionnels.
Après avoir étudié les plans architecturaux de la résidence, nous avons vu que dans l'appartement des Clark devait se trouver un débarras d'environ 9 mètres carrés, explique Alicia Green, une spécialiste immobilière impliquée dans l'enquête. Mais en réalité, ils avaient transformé cet espace en une chambre à part entière avec isolation acoustique. L'entrée était camouflée sous forme d'une bibliothèque dans le bureau de Robert. Le 8 octobre, après avoir rassemblé suffisamment de preuves, l'inspecteur Carter a constitué une équipe d'intervention pour perquisitionner l'appartement des Clark. L'opération a été planifiée pour la soirée, quand selon les observations, toute la famille devait être à la maison. « Nous nous sommes préparés à tous les scénarios », se souvient Carter. Mais ce qui nous préoccupait le plus, c'était l'état psychologique de l'enfant. Après 7 ans d'isolement et de manipulation, le garçon pourrait être gravement traumatisé par le contact avec le monde extérieur. Simultanément, Maxim Levine continuait l'observation via les caméras et a remarqué un changement inquiétant dans le comportement de Robert Clark. Le soir du 7 octobre, en examinant les enregistrements, il a vu Robert entrer dans la chambre du garçon avec un dossier plein de documents. Pendant 20 minutes, il expliquait quelque chose à l'enfant, pointant les papiers, puis a sorti un petit objet de sa poche qui ressemblait à une clé USB. Quand j'ai agrandi l'image, j'ai compris qu'il s'agissait d'une clé électronique de voiture, dit Levine. Robert montrait au garçon une sorte d'itinéraire sur une carte. J'ai immédiatement contacté l'inspecteur Carter. Craignant que les Clark aient pu avoir connaissance de l'enquête et prévoir de déplacer l'enfant, la police a accéléré l'opération. Le soir du 8 octobre 2021, à 19h42, l'équipe d'intervention, dirigée par l'inspecteur Michael Carter, est entrée dans l'appartement des Clark au complexe résidentiel Woodlands. L'opération a été menée avec la plus grande prudence, tenant compte de la présence d'enfants dans la maison. Nous avons frappé et nous sommes annoncés, comme l'exige la loi, se souvient l'inspecteur Carter. Robert Clark a ouvert la porte et semblait complètement calme, même quand j'ai montré le mandat de perquisition. Il a dit « Vous faites une erreur, mais nous coopérons avec la loi. » Dans le salon se trouvaient Elizabeth et Mia Clark. La fillette de 12 ans semblait effrayée et confuse. L'un des agents l'a prise à part, tandis que les autres commencèrent la perquisition. Elizabeth a maintenu un calme glacial, raconte l'agent Julia Rodriguez, qui a participé à l'opération. Elle semblait s'attendre à ce que nous repartions, les mains vides. Elle nous a même proposé du café. C'était un moment surréaliste. La recherche s'est concentrée sur le bureau de Robert, où selon le plan de l'appartement devait se trouver l'entrée de la pièce cachée. Une grande bibliothèque, remplie de littérature spécialisée sur la psychologie et la pédagogie, occupait tout le mur. Il n'y avait pas de mécanisme ou de poignée visible. J'ai appuyé par hasard sur le dos du livre « Fondements de la psychologie comportementale » et une partie de la bibliothèque a glissé sur le côté, dit l'agent Edward Murphy. C'était un véritable passage secret, comme dans les films. Derrière s'ouvrait un court couloir qui menait à une porte fermée. Robert Clark, en voyant que la pièce secrète avait été découverte, a changé de comportement de façon inattendue. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Nous l'avons sauvé. Nous avons créé des conditions idéales. » Ces mots sont consignés dans le rapport de l'agent Murphy. La porte de la chambre était sécurisée par 2 serrures. Après que Robert a refusé de remettre les clés, les agents ont été contraints de les forcer. Dans la pièce d'environ 9 mètres carrés, avec d'épais rideaux devant l'unique fenêtre, ils ont trouvé un garçon assis au bord d'un lit, parfaitement fait. Il ne semblait ni effrayé ni surpris, témoigne l'inspecteur Carter. Il nous regardait simplement avec curiosité, comme si nous faisions partie d'une expérience. Quand je me suis présenté et ai dit que nous étions venus pour aider, il a demandé
Êtes-vous de nouveau professeur ? Le garçon portait un t-shirt blanc propre et un pantalon gris. Physiquement, il semblait bien soigné, mais remarquablement mince pour son âge. Dans la chambre régnait un ordre parfait. Manuels scolaires soigneusement empilés sur la table, cahiers alignés au bord, lit parfaitement fait. Au mur pendait la seule décoration, un tableau avec l'emploi du temps quotidien et des marques pour les tâches accomplies. Selon le rapport médical établi sur place par l'ambulancière Rachel Gordon, le garçon ne présentait pas de signes visibles de violence physique ou de blessure, mais montrait tous les signes d'un traumatisme psychologique et d'institutionnalisation. Son langage était mécanique, avec un vocabulaire limité composé principalement de termes académiques et de phrases formelles. Quand je lui ai demandé son nom, il a répondu « Sujet J117 », raconte Carter. Ce n'est qu'après plusieurs tentatives qu'il a dit « Parfois, il m'appelle Jacob ». Le garçon a été immédiatement placé sous la garde des services sociaux et transporté à l'hôpital pour enfants de Chicago pour un examen approfondi. Un test ADN, effectué le lendemain, a confirmé qu'il s'agissait bien de Jacob Miller, disparu le 4 mars 2015. Robert et Elizabeth Clark ont été arrêtés sous les chefs d'accusation d'enlèvement d'enfants, de séquestration, de maltraitance d'enfants et de falsification d'ordonnances médicales. Lors de la perquisition de l'appartement, une documentation extensive a été trouvée, confirmant le caractère systématique de leurs actions. Dans le coffre-fort de la chambre des Clark, nous avons trouvé des dizaines de carnets avec des notes qu'Elizabeth tenait depuis l'enlèvement de Jacob, dit l'inspecteur Carter. Elle documentait tout, ses réactions aux médicaments, ses progrès dans l'apprentissage, les changements émotionnels et comportementaux. C'était un véritable journal scientifique sur une expérience menée sur un enfant. Des notes datées de mars 2015 ont confirmé que Robert et Elizabeth avaient enlevé Jacob de la maison de sa mère à Gary. Le plan avait été élaboré à l'avance et s'appuyait sur l'accès professionnel de Robert à la famille Miller. Aujourd'hui, nous avons sauvé J d'un environnement inadapté, écrivait Elizabeth le 4 mars 2015. Tout s'est déroulé selon le plan. R a assuré l'accès, les sédatifs ont agi rapidement. Le transport s'est effectué sans complication. Nous commençons la phase 1 du programme de nettoyage. Particulièrement choquante pour les enquêteurs a été la découverte de matériaux supplémentaires indiquant des plans plus vastes du couple Clark. Sur leur ordinateur, ils ont trouvé des dossiers sur 3 autres enfants issus de familles problématiques avec lesquelles Robert avait travaillé. Pour chacun, des profils psychologiques détaillés et des plans de sauvetage avaient été élaborés. Ils ne se considéraient pas comme des criminels, explique le docteur Lawrence Friedman, un psychiatre qui a examiné les suspects. Dans leur perception déformée, ils sauvaient un enfant talentueux d'un environnement défavorable. Ils appelaient cela une adoption sélective et un projet éducatif. Selon la déclaration de Robert lors de l'interrogatoire, l'idée de sauver Jacob est née après qu'Elizabeth ait effectué un test non officiel avec lui et l'ait classé comme enfant potentiellement doué. Dans les notes d'Elizabeth, il est fait mention à plusieurs reprises du potentiel cognitif exceptionnel du garçon qui se gaspillait dans un environnement non structuré. Leur motivation combinait des ambitions pseudo-scientifiques et un altruisme déformé, explique le docteur Friedman. Elizabeth croyait vraiment qu'elle développait une méthode éducative révolutionnaire qui permettrait de nettoyer un enfant des influences sociales négatives. Robert, quant à lui, était davantage motivé par l'idée de sauver des enfants d'un système dont il était déçu. L'examen médical de Jacob a révélé les conséquences d'un isolement prolongé et d'un contrôle médicamenteux. Malgré son intégrité physique, l'état psychologique du garçon était grave.
Jacob a été diagnostiqué avec un complexe de troubles post-traumatiques, incluant un syndrome institutionnel et un mutisme sélectif, rapporte le docteur Anita Sharma, psychiatre pour enfants qui a dirigé le processus de réhabilitation. Des années d'isolement ont conduit à de graves troubles de l'interaction sociale et de la régulation émotionnelle. Néanmoins, les fonctions cognitives la sont maintenues à un niveau étonnamment élevé. Les connaissances des académiques de Jacob dépassent dans certains domaines la norme pour son âge. Un aspect distinct de l'enquête était le rôle de la fille adoptive des Clark, Mia, âgée de 12 ans. Les interrogatoires et les évaluations psychologiques ont montré que la fillette ne savait vraiment rien de l'existence de Jacob. Mia n'était jamais autorisée à entrer sans accompagnement dans le bureau de son père, explique la psychologue pour enfants Jennifer Osborne, qui a travaillé avec la fillette après l'arrestation de ses parents. Les Clark ont créé pour elle un monde complètement séparé, libre et ouvert, contrairement à l'isolement strict de Jacob. Mia était leur vitrine, la preuve de leur réussite en tant que parents. Lors des interrogatoires, Mia a raconté qu'elle entendait parfois des bruits étranges provenant du bureau de son père, mais quand elle posait des questions à ce sujet, Elisabeth lui expliquait qu'il s'agissait d'enregistrements audio pour la recherche. Les parents insistaient fortement pour qu'elle ne dérange jamais son père pendant ses séances de travail et qu'elle n'entre pas dans son bureau sans invitation. Amanda Miller, la mère biologique de Jacob, a reçu la nouvelle de la découverte de son fils le 9 octobre 2021. Après 7 ans de recherche et d'incertitude, sa réaction était émotionnellement complexe. « J'ai toujours su qu'il était vivant », dit Amanda dans sa première interview après la découverte de son fils. « Mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qu'il a dû endurer. Le plus difficile est de comprendre que la personne qui était censée aider notre famille a utilisé sa position pour la détruire. » La réunion entre la mère et le fils a eu lieu le 15 octobre, après que des psychologues aient préparé les deux à la rencontre. Le processus a été difficile. Jacob ne se souvenait pas de sa mère et a d'abord réagi avec prudence envers elle. Elisabeth avait fait croire au garçon que sa mère biologique était morte, explique le docteur Sharma. Pour lui, rencontrer Amanda était pratiquement comme rencontrer une nouvelle personne. Il a fallu plusieurs séances pour établir un premier contact. Le procès contre Robert et Elizabeth Clark a commencé le 18 janvier 2022. Le procès a attiré l'attention des médias nationaux et des experts en protection de l'enfance. Le couple a plaidé non coupable pour les 15 chefs d'accusation et a insisté sur le fait qu'ils avaient agi dans l'intérêt de l'enfant. Le système laisse constamment tomber les enfants, a déclaré Elizabeth Clark dans son discours au tribunal. Nous avons donné à Jacob ce que ni sa vraie mère ni l'État ne pouvaient lui donner. Un développement structuré, une protection contre le chaos et un accent sur l'éducation. Oui, nous avons eu recours à des mesures extrêmes, mais uniquement parce que le système ne nous a laissé aucun choix. La défense s'est appuyée sur l'argument d'un trouble mental des accusés, altruisme judiciaire et conviction pathologique de la justesse de leurs actions. Cependant, l'accusation a présenté des preuves abondantes de la préméditation et de la planification du crime. Le 12 avril 2022, le jury a déclaré le couple Clark coupable de tous les chefs d'accusation. Le 27 mai, le juge Richard Conley a condamné chacun à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 premières années. Ce crime est particulièrement grave car vous avez utilisé votre expertise et votre accès aux familles vulnérables pour le commettre, a déclaré le juge Conley lors du prononcé de la sentence. Non seulement vous avez volé 7 ans de vie normale à un enfant, mais vous l'avez fait sous le couvert de structures qui sont censées protéger les enfants. Après la conclusion de la procédure judiciaire, Jacob et Amanda Miller ont déménagé sous de nouveaux noms vers un lieu tenu secret.
Selon de rares rapports des professionnels impliqués dans le programme de réhabilitation, Jacob fait des progrès lents mais constants. Le processus de guérison après un tel traumatisme prend des années. Mais Jacob a toutes les chances de mener une vie normale, rapporte le docteur Sharma. Ses capacités intellectuelles sont effectivement élevées et maintenant qu'il reçoit un environnement social sain, ses capacités peuvent se développer pleinement, mais non plus comme le résultat d'une expérience, mais comme un développement naturel. Maxime Levin, dont la découverte fortuite a conduit au sauvetage de Jacob, a fondé en 2022 l'organisation à but non lucratif Témoins numériques, qui se consacre au développement de solutions technologiques éthiques pour la protection des enfants. Cette histoire a changé ma vie, dit Levin. J'ai compris que la technologie pouvait être non seulement un outil pour violer la vie privée, mais aussi un moyen de protéger les plus vulnérables. Aujourd'hui, notre organisation travaille au développement de systèmes qui aident à prévenir des cas similaires sans violer les droits légitimes à la vie privée. Le cas de Jacob Miller a conduit à une révision sérieuse des protocoles dans le système de protection de l'enfance. En 2023, la loi Jacob a été adoptée, établissant de nouvelles normes pour la vérification des travailleurs sociaux et la surveillance régulière des enfants à risque. L'aspect le plus troublant de cette affaire est la facilité avec laquelle un enfant est devenu littéralement invisible pour la société, commente la sénatrice Lisa Montgomery, l'une des auteurs de la nouvelle loi. Jacob est resté pendant 7 ans dans un appartement d'une résidence densément peuplée et personne n'a remarqué son absence dans le système. C'est une défaillance systémique que nous devons corriger. L'évaluation psychiatrique du couple Clark, effectuée après le prononcé de la sentence, a révélé une combinaison complexe de troubles de la personnalité narcissique, de paranoïa et du soi-disant syndrome du sauveur. Selon les experts, leur cas illustre le danger posé par des personnes qui combinent expertise, conviction radicale et problèmes psychologiques personnels. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que de telles personnalités choisissent souvent des professions liées aux soins et au contrôle, observe le psychologue criminel Raymond Fuller. Elles peuvent travailler pendant des années dans le système et utiliser leur position pour réaliser leur vision déformée de l'aide. L'histoire de Jacob Miller reste l'un des cas les mieux documentés d'expériences psychologiques à long terme sur un enfant dans l'histoire criminelle américaine moderne. Son cas est maintenant étudié dans les cours de psychologie infantile, de criminologie et d'éthique du travail social, comme exemple de la façon dont l'échec systémique et la pathologie personnelle peuvent conduire à une tragédie qui se déroule sous les yeux d'une société qui ne remarque pas l'enfant invisible.